Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le directeur de la classe Technologie et Société, merci avant toute chose de votre invitation. C'est toujours un grand honneur et un grand plaisir de venir à l'Académie. Ça me donne l'occasion, tout au long de l'année, lorsque je reçois ce qu'on appelle des délivrables de projets, de les lire avec une plus grande attention parce que j'essaierai aussi de vous en faire profiter. Merci aussi aux collègues, aux fonctionnaires de la commission qui sont là. Donc je vous remercie aussi d'être là et je suis certain que vous pourrez ajouter des éléments d'information dans vos domaines spécifiques. Le sujet qui m'a été demandé de traiter, j'essaierai de le faire en deux temps, aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui, je vais essentiellement essayer de vous parler du futur de l'Europe et j'insisterai sur trois points principaux. D'abord, en quoi le monde est véritablement en accélération. Certains parlent de l'accélération des changements. On a toujours eu des changements, mais la vitesse de ces changements est beaucoup plus forte que dans les siècles qui nous ont précédés. Le deuxième point, ce sera un petit peu un point négatif, ce sera la difficulté, c'est l'Europe mise sous pression. Le président Juncker, ce matin, a très bien dit le rétrécissement de l'Europe dans ce monde qui s'agrandit. Et donc là aussi, c'est un défi pour l'Europe qui est mise sous pression. Et notamment, j'essaierai d'insister sur les inégalités et les questions de pauvreté qui frappent le monde, mais aussi l'Europe, dont on n'en a pas assez conscience. Et finalement, la session d'aujourd'hui se terminera par quelques mots sur l'exploration des métiers de demain. Nous avons eu des nouvelles en Belgique de Caterpillar, d'AXA, et je vais essayer de voir un petit peu qu'est-ce que le progrès technologique, qu'est-ce que la digitalisation, qu'est-ce que la robotisation peut avoir comme conséquence sur l'avenir du travail. J'essaierai d'utiliser, d'exploiter certaines publications que j'ai pu coordonner au niveau européen, notamment le rapport Global Europe 2050, qui est un rapport de prospective, ainsi que différentes activités sur ce que j'appelle la transition socio-écologique. D'où aussi le titre « Le futur de l'Europe, co-création et durabilité ». Alors, quand on parle de l'avenir de l'Europe, c'est extrêmement difficile de parler de l'avenir de l'Europe, mais il y a toute une série de disciplines qui s'attellent à la tâche. Alors, les mots ne manquent pas. Vous avez peut-être tous entendu, en français, on utilise le mot « prospective », qui n'est pas facile à traduire. Les Anglais utilisent tantôt le mot « foresight », tantôt le mot « forecasting », d'autres utilisent des modèles mathématiques, d'autres encore parlent de vision d'avenir, d'horizon scanning, de trend monitoring, technology assessment, des feuilles de route, roadmap. Et donc, vous voyez que les traducteurs s'en donnent souvent, ont beaucoup de tâches pour essayer de traduire. Chacun de ces termes a des caractéristiques méthodologiques différentes. Donc, certaines sont plus qualitatives, basées sur l'expertise individuelle. D'autres sont plus quantitatives et essayent d'extrapoler un certain avenir. Je ne vais pas essayer de faire l'un ou l'autre, mais je vais citer cette phrase qui est d'un des pères de la prospective en France, un des pères de la revue Futurible, que certains d'entre vous connaissent, donc les futurs possibles. Gaston Berger aimait dire cette phrase « Voir loin et large, analyser en profondeur, prendre des risques, penser à l'homme ». Je pense que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on doit effectivement on doit y penser très, très régulièrement. Alors, un monde qui est plein de défis, à plusieurs égards. Et je vais essayer, à peu près en un quart d'heure, de vous dire en quoi ce monde que l'on voit autour de nous est en train de changer. D'abord, si on prend la part, j'espère que vous le voyez de loin, la part de tout ce qui était énergie renouvelable versus le non renouvelable, en fait, durant des millénaires, l'homme, évidemment, a utilisé les énergies renouvelables. Ce n'est que depuis les années 60 que la part des non renouvelables, les combustibles fossiles, donc charbon, pétrole, le gaz, et les technologies nucléaires, ont pris le pas sur les technologies non renouvelables. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un grand changement systémique. Autre grand changement systémique, si l'on prend les tendances de très longue durée, c'est la part des gens vivant à la campagne, les ruraux, versus les personnes urbaines. Depuis 2008, la part des hommes vivant en ville a dépassé celle-là. Monsieur le Vicomte, très honoré de votre présence, monsieur l'ancien président de la Commission. Donc voilà, ce sont des premiers changements systémiques
renouvelables versus non renouvelables et ruraux versus urbains. Alors, autre changement, la population mondiale qui était constante, qui a été constante pendant des siècles, est passée d'1,5 milliard en 1900 à plus de 7 milliards aujourd'hui, et selon les perspectives des Nations Unies, on parle de 9-10 milliards à l'horizon 2050. Le PIB est passé en un siècle de 5 à 70 000 milliards de dollars. L'utilisation de l'énergie est passée de 5 à 500 hexajoules, et on a perdu énormément d'espèces, de 10 à 30%. D'où le titre aussi de durabilité, dont je vais essayer de vous parler demain. Quels sont les grands changements du XXe au XXIe siècle? Et j'ai travaillé aussi avec mon collègue Thomas sur ces questions-là, à la DG Recherche. D'abord, on est passé d'un système de quantité à la qualité. Et je vais l'illustrer dans un instant. On est passé de la chaîne de montage au service personnalisé. On est passé de la proprietas à l'usus. Si vous pensez de plus en plus à toutes ces plateformes où on n'est pas propriétaire du vélo que vous utilisez ou de la voiture que vous louez, voire de la chambre dans laquelle vous dormez. Vous êtes vraiment utilisateur. On est passé de la pure concurrence à la coopétition. On est passé des consommateurs aux prosumers. Si vous voyez ce qui se passe dans le domaine des technologies d'information, de plus en plus, les personnes sont consommatrices, mais aussi productrices de contenu. On est passé d'un système linéaire à un système circulaire, et dans le domaine de l'emploi, de la stabilité à la flex-sécurité, que certains haïssent, d'autres aiment beaucoup, mais en tout cas, le système d'emploi a beaucoup changé. Quelques exemples pour illustrer cela. D'un côté, on avait la Ford T, vous vous souvenez, c'était une Ford, vous la voyez noire ou noire, c'était la couleur que disait Ford. Et puis aujourd'hui, vous avez la Cinquecento, vous avez une centaine de panoplies selon l'intérieur, l'extérieur, bicolore et ainsi de suite. On est passé de la médecine, je voudrais presque dire médecine à la chaîne, à la médecine personnalisée. Et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. On a des nouveaux business models. On est passé de nouveau du linéaire à l'impression en 3D, où une personne, seule dans son appartement, peut produire différents éléments, différents produits, qui vont du base, ce qui est assez facile, jusqu'à des implants, par exemple, dans le système pour les questions de santé, des implants dentaires ou d'autres. Donc la 3D printing est quelque chose d'impressionnant. On est passé de l'hôtel classique à la chambre louée chez un autre privé. Alors, les frontières, de plus en plus, ont tendance à être floues. Les frontières entre le professionnel et le privé. J'aimerais demander à combien de professionnels ne reçoivent jamais un email privé au bureau, et combien de ces mêmes collègues n'ouvrent jamais un email professionnel le dimanche. Donc la frontière entre le professionnel et le privé devient de plus en plus floue. La frontière entre l'industrie et les services devient aussi beaucoup plus floue. Quelle est la part de la valeur ajoutée d'un smartphone? Est-ce la part industrielle ou les services qui y sont associés? La question du marché et de l'État, là aussi la frontière, je dirais, a souvent été floue, mais elle est encore plus aujourd'hui. Donc quand on avait l'habitude de donner quelques exemples, dans le passé, quand on parlait du secteur privé, on donnait le secteur bancaire. Après 2008, on a changé, on essaie de trouver d'autres exemples. Mais là aussi, ce qui est du marché et ce qui est étatique change. Le nord et le sud. Aujourd'hui, est-ce que Shanghai fait partie du nord ou du sud? Est-ouest, pays développés et en développement. Jacques Attali parle souvent des nomades du XXIe siècle. Il dit, dans un de ses livres, il y a moins de différence entre un Américain, un Européen et un Japonais qui regardent la même télévision, qui lisent les mêmes journaux, que deux habitants de la même commune, de la même municipalité. Et donc je pense que c'est assez vrai. Et puis aussi, les frontières deviennent de plus en plus floues entre les néo-keynésiens, les néolibéraux, et puis ce qu'on appelle le state capitalisme chinois, qui semble avoir, en tout cas a eu ces dernières années, le vent avec lui. C'était très en vogue. Le monde, est-ce qu'on est dans un monde multipolaire? Est-ce qu'on parle d'un G2? Est-ce qu'on parle de la fin de l'Occident? Il y a quelques livres sur cette idée de la fin de l'Occident comme modèle dominant au niveau mondial. Alors, au niveau économique, certains parlent du siècle de la stagnation, avec une très faible croissance économique, qui remet en jeu
pas mal de nos habitudes, pas mal de notre welfare state, évidemment, est mis en question. Un rapport de l'OCDE très récent dit qu'on est trop dépendant de l'économie américaine. L'économie chinoise se détériore et il y a aussi un rééquilibrage vers les services. Chose assez étonnante, depuis 7 ou 8 ans, le commerce international a tendance à baisser. Il croît moins que au cours des dernières décades. Il y a de plus en plus d'instabilité dans certains marchés émergents. Je me souviens juste qu'il y a 2-3 ans, on parlait du Brésil comme étant le grand pays émergent. À part la Chine, on disait c'est toujours les BRIC. Et le Brésil, aujourd'hui, est dans une situation beaucoup plus chaotique. La vulnérabilité aussi par rapport au taux de change. Et finalement, une politique monétaire avec des intérêts extrêmement bas. Je sais qu'il y a des spécialistes de la Banque centrale européenne dans la salle. Ils pourraient certainement intervenir à la suite de cet exposé. Changement aussi au niveau de la production mondiale. J'ai trouvé ce graphique assez intéressant qui montre que 70% des produits relatifs aux technologies de l'information proviennent d'Asie. Évidemment, il y a la Chine, mais aussi Singapour, la Corée, qui sont des très grands acteurs, la Malaisie, qui sont des grands acteurs dans les technologies de l'information. Donc 70% des produits que nous utilisons maintenant quotidiennement. L'année dernière, j'avais fait un exposé à l'Académie sur l'enchevêtrement entre l'homme et la technologie. Aujourd'hui, si vous oubliez votre smartphone à la maison, même si vous êtes à 3-4 km de la maison, probablement vous reviendrez le chercher. Parce que vous en avez besoin, parce qu'il y a vos contacts, il y a votre agenda, la moitié de votre vie se trouve dans votre smartphone. Et donc, vous vous rendez compte que 70% de ces produits sont fabriqués en Asie. Alors, on a toujours eu de la pauvreté et de la richesse, mais de plus en plus, on a l'extrême richesse et l'extrême pauvreté. Ça, c'est une photo à Sao Paulo. Donc, vous voyez, en face d'un bidonville, vous avez des bâtiments avec des piscines individuelles et des terrains de tennis. Donc ça, c'est vraiment l'extrême pauvreté et l'extrême richesse qui se touchent. On a toujours eu des grandes différences dans l'histoire, mais l'extrême richesse et l'extrême pauvreté n'étaient pas quotidiennement l'un vis-à-vis de l'autre. Et puis ça, c'est un chiffre qui a été présenté au Forum mondial, World Economic Forum, qui montre que la richesse des 62 personnes les plus riches au monde est équivalente à la richesse de 3,5 milliards de personnes. Donc 62 personnes, donc je dirais les 3/4, la moitié de cette salle, réunies, si on les réunissait ici, détiennent plus que 3,5 milliards de personnes. Donc extrême richesse, extrême pauvreté, phénomène d'urbanisation très fort aussi. Si vous prenez les villes, les mégacités de plus de 10 millions, on en avait en 1990 10 villes de cette taille-là, on pense tout de suite à New York ou à Tokyo, et aujourd'hui il y en a 41, dont de très nombreuses en Afrique et en Asie, évidemment. Alors, ce phénomène d'urbanisation est important, mais il s'accompagne de quelque chose de plus inquiétant, c'est la part des bidonvilles dans les populations urbaines. Donc ça, c'est des chiffres que j'ai pris chez Davis et Le Clément. En Éthiopie, au Soudan, au Bangladesh, mais aussi dans des pays beaucoup plus développés comme l'Égypte, la Chine, le Brésil ou l'Argentine, plus de 30% des personnes urbaines vivent avec des systèmes sanitaires, des systèmes électriques, qui sont au niveau des bidonvilles, des favelas, des barracopoli. Donc on a cet accroissement urbain et aussi une très forte paupérisation urbaine. On a évidemment le phénomène des migrants, dont en Europe on a senti les conséquences, y compris sans doute le Brexit. La question des migrants, nous avons les réfugiés, mais les migrants économiques, certains m'ont dit un jour, oui, mais peut-être que la question des migrants va être résolue dans 2 ou 3 ans. Moi, je dis dans les 200 ou 300 ans, peut-être. Donc, la durée des migrations, notamment économiques, de personnes qui cherchent un meilleur avenir pour elles et pour leurs enfants, est assez évident. Quelque chose qui n'est pas souvent mis en évidence, et j'ai essayé de le mettre en exergue dans le bas de ce transparent, c'est que les transferts des migrants vers les pays en développement équivalent à 420 milliards par an. Et je vous rappelle que l'aide au développement, c'est à peu près 50 milliards. Donc vous voyez que ce que les migrants transfèrent chez eux dans leur pays d'origine est énorme par rapport à l'aide au développement. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on ne considère pas assez souvent. On a des villes qui sont de plus en plus cosmopolites. Il y a, c'est assez étonnant, des mouvements nationalistes, des mouvements de repli sur soi. Et on voit que des villes, donc c'est les villes, ce n'est pas la région de Bruxelles, parce que quelqu'un m'a dit un jour, mais non, mais la région de Bruxelles, ce n'est pas possible, c'est la ville de Bruxelles.
La ville de Bruxelles, 62% des personnes ne sont pas nées dans le pays. C'est quand même assez impressionnant avec d'autres, Dubaï 83, Toronto 46, Sydney, Los Angeles 40%, et Londres aussi près de 40%. Donc on voit qu'il y a un cosmopolitisme de plus en plus prononcé dans plusieurs parties du monde. Alors il y a deux grandes visions de l'avenir. Alors une vision, je dirais, optimiste, où vous voyez c'est un développement harmonieux, où modernité, écologie se mêlent, c'est cette image de gauche, et cette image de droite, c'est un développement de pauvreté, de bidonville, d'arrangement. Je ne sais pas laquelle est plus réaliste, mais en tout cas, les deux sont possibles. Ce qui est certain, c'est que la distribution de la richesse est tout à fait impressionnante. Et si dans les années 80, le ratio entre les 10 personnes les plus riches et les 10% les plus pauvres était de 7 à 1, aujourd'hui, il est de 10 à 1. Donc ces inégalités ont tendance à fortement augmenter. Autre élément pour ce monde en changement, c'est les risques, ce qu'on appelle les risques globaux. Ça a aussi été présenté à Davos il y a quelques mois. Et vous voyez qu'un des risques principaux au cœur de la carte des risques, c'est l'instabilité sociale. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais vous qui faites de la prospective, quel est d'après vous le plus dangereux? Alors on penserait peut-être à Daesh, on penserait à d'autres choses. Moi je pense que dans beaucoup de villes, c'est quand vous voyez des populations de 50% de jeunes au chômage, quand vous voyez des millions de personnes qui sont ce qu'on appelle NEETs, Neither in Employment, Education or Training, je pense que dans certains endroits, ça risque d'être explosif. Autre problème dont on ne mentionne pas assez souvent, on parle souvent de la dette publique. C'est les chiffres, et tous les jours, dans les journaux, dans les quotidiens, à la télévision, on parle de la dette publique, mais la dette privée est aussi extrêmement importante. Donc vous voyez, si on prend les États-Unis, la dette du secteur privé est 2 fois plus élevée que le PIB. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont on ne parle pas assez souvent. On parle souvent de la dette publique, mais la dette privée. En Europe aussi, vous voyez, l'Europe, c'est en jaune ici. Nous sommes aussi à près de 150% du PIB en termes de dette privée. Un concept qui est souvent utilisé, c'est le concept de vulnérabilité. La vulnérabilité, je vous disais, des travailleurs informels, par exemple, des exclus sociaux, mais aussi des femmes, des personnes handicapées, des migrants, des minorités, et donc aussi certaines communautés, certaines religions qui sont beaucoup plus vulnérables que d'autres. Ils sont vulnérables au choc économique et aussi au choc de santé. Donc je pense que la plupart des collègues, des amis qui sont dans cette salle, on n'a jamais eu de problème de santé. Si on a un problème de santé, on va chez le médecin, on va à l'hôpital. Mais dans certaines catégories, et donc c'est les catégories les WHO, les questions de choc à la santé peuvent être, donc un hiver très froid ou un été très chaud peut avoir des conséquences très fortes. Vulnérabilité aussi aux désastres naturels. C'est intéressant, j'ai suivi pendant des années le dossier du changement climatique, et lorsque vous aviez les Hollandais et les collègues du Bangladesh qui parlaient du changement climatique, ils avaient toute une autre perception. Donc les Hollandais pensaient simplement à rehausser les digues d'autant de décimètres, autant de mètres qu'il le fallait. Au Bangladesh, ils pensaient à combien de centaines de milliers de personnes ils devront déplacer. Donc le même débat a des conséquences dramatiquement différentes. Et puis aussi, évidemment, selon la localisation, selon la position, on a aussi une vulnérabilité très différente. Deuxième point de mon exposé, l'Europe sous pression. Donc si vous voulez, je dirais, des bonnes nouvelles, il vaut mieux revenir demain. Aujourd'hui, ce sera plutôt des nouvelles moins, en tout cas pas extrêmement bonnes. D'abord, le continent, l'Union européenne et le continent européen est le seul continent dont la population se réduit. Si vous prenez la carte du monde, entre aujourd'hui et 2050, vous voyez, ce sont les boules bleues, elles augmentent partout. Partout sauf en Europe. Donc au niveau démographique, et c'est ce que le président Juncker a rappelé ce matin, il y a un rétrécissement de l'Europe dans ce monde. Il y a aussi une question de vieillissement. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de vieillir, et vieillir en bonne santé. Mais de l'autre côté, tous les démographes qui ont appris à travailler avec les pyramides démographiques, aujourd'hui, selon que vous trouvez, je ne sais pas si c'est une jolie poitrine ou un ventre bedonnant, la pyramide démographique a changé diamétralement de forme. Donc ça, c'est avec
vous voyez les personnes, prenons les femmes, en 2060, les personnes qui auront plus de 85 ans en Europe seront plus de 20 millions. Donc imaginez, toute la Hollande, la moitié de la Belgique, avec des femmes de plus de 85 ans, y compris ma chère épouse. Donc on sera là avec un vieillissement impressionnant de la population, avec toutes les conséquences. Henri Bogart, qui était l'année passée ici dans le bureau, au commissariat du plan, avait traduit cela en coûts de santé, évidemment, et en coûts de sécurité sociale. Donc des personnes qui vivent non plus 30 ans, mais 50 ans parfois après leur fin de carrière, évidemment, ça a des conséquences très fortes. Alors, il y a la dette publique, je vais vous parler de la dette privée. La dette publique, on la connaît, et il y a beaucoup de pays qui ont une dette publique quand même qui est autour des 100%. Vous voyez, tous ces pays-là sont au-dessus de 80% de dette publique. Alors, le taux de chômage, c'est assez intéressant de voir les données de long terme et comment certaines ont changé très vite après la crise de 2008. En fait, si vous prenez la Grèce, dont on parle beaucoup, un peu moins depuis le Brexit. Avant, on parlait beaucoup du Grexit. Avec le Brexit, on en parle un peu moins. Le taux de chômage était tout à fait, je dirais, raisonnable pour la Grèce en 2008. C'était ici. Donc, on était à 7-8% de chômage. Il est passé aujourd'hui à plus de 27%, dont plus de 50% de jeunes. Donc, en 5 ans, en 6 ans, le taux de chômage dans certains pays, et je pense à la Grèce, je pense à l'Espagne, qui était ici à moins de 12%, qui est aussi passé à plus de 25%. Donc, ça montre aussi qu'il y a eu parfois je ne sais pas si on peut appeler ça des bulles, ou en tout cas des phénomènes. L'Espagne a toujours eu un chômage assez fort, excepté les 10 dernières années, entre plus ou moins 1997 et 2007. Et donc maintenant, le chômage arrive à des niveaux tout à fait inacceptables, en particulier pour les jeunes. Alors, si on essaye j'essaie quand même de vous donner aussi un peu d'éléments positifs sur l'Europe. Si on prend ce qu'on appelle les centres d'innovation dans le monde, on voit qu'il y a évidemment les pays, des villes au Japon, il y a aux États-Unis, mais il y a pas mal de villes et de régions européennes. Vous avez la Bavière, vous avez Stockholm, Londres, Vienne, Stuttgart, qui sont parmi les grandes zones d'innovation. Et ces zones d'innovation, les historiens montrent que parfois, depuis des siècles, ce sont les mêmes endroits où on innove. Et donc, on parle parfois de la banane d'innovation qui va grosso modo de Londres à Milan. Et c'est dans cette forme de banane où il y a le même développement économique, innovation, progrès économique et progrès social. Alors, on ne s'en rend pas toujours compte non plus, mais la crise a fait perdre à l'Union européenne près de 1 000 milliards d'euros. Donc, entre 2008 et 2009, c'est le gap que vous voyez ici, on a perdu près de 1 000 milliards. Et on n'en est pas encore arrivé, en général, on essaye toujours, dans les modèles, de montrer, voilà, ça c'était la tendance, qui est la tendance avant la crise. Et donc, vous voyez qu'il y a encore un gap assez important. Et donc, même en Europe, alors que les Américains sont parvenus à rattraper ce fossé, ce gap, en Europe, on n'y est pas encore arrivé. Alors, je vous parlais d'un rétrécissement de l'Europe. Les chiffres, j'aime toujours dire, c'est l'amour de la lettre et la force du chiffre. En 1970, le PIB européen représentait 37% de la richesse mondiale. Donc en 1970, 37% du PIB était en Europe. Aujourd'hui, on en est à peu près à 25%, et demain, dans les scénarios les plus optimistes, on arrivera à 17%. D'où de nouveau ce rétrécissement de l'Europe. Si vous prenez la population, c'est aussi un facteur assez déterminant, la population et le PIB. En 1950, si on considérait, évidemment, on n'était pas à 28 à l'époque, mais imaginez qu'on soit les 28, nous étions 381 millions, et l'Inde avait 372 millions d'habitants. Donc on était plus peuplé que l'Inde. À l'horizon 2050, l'Europe, on sera toujours autour, sauf migration de grande ampleur. Et de grande ampleur, je parle de plus d'1 million, 1,5 million de personnes de très grande ampleur. Les Indiens arriveront à près d'1,7 milliard, selon les perspectives des Nations Unies, donc 3 fois plus peuplés que l'Union européenne. D'où évidemment les grands changements géopolitiques que l'on connaît. Et j'aime beaucoup cette phrase de Paul-Henri Spaak qui disait dans les années 50, il n'y a plus que des petits pays en Europe, mais certains ne le savent pas. Alors lorsqu'on dit ça, tout le monde, grosso modo, sourit ou accepte l'idée, mais je pense que lorsque vous voyez les réunions du Conseil européen, vous avez l'impression que cette phrase de Spaak, personne ne veut la voir.
Donc je pense que cette phrase est à méditer et peut-être à mettre sur plusieurs tables pour s'en rappeler. Alors moi j'aime beaucoup ça. Alors, je ne suis pas un grand sportif, j'aime beaucoup le sport, mais pas dans l'escrime. Ici c'est Elisa Di Francesca, Rio, je ne sais pas si vous avez vu, c'est la seule sportive européenne qui est sortie après donc, la médaille d'argent à Fioretto, non, c'est l'escrime. Elle a mis en exergue le drapeau européen. Il y a quelques années, on avait écrit « Si vous faites simplement l'addition du nombre de médailles des pays de l'Union européenne, on est pratiquement 2 fois meilleur que les Américains. » Évidemment, c'est quelque chose qui ne se fait dans aucun journal. Nous l'avions publié, on l'a publié aux derniers Jeux olympiques, mais je trouve que c'est un beau geste de la part d'une étudiante Erasmus. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Je pense qu'il y a des programmes européens qui font que les personnes se sentent plus européens. Et c'est une belle image, je trouve, qui montre face au changement du monde, au niveau démographique, au niveau économique, pour avoir une place, si on a 28 drapeaux plus un, ça fait un peu désordre. Alors, de nouveau, parmi les grandes difficultés, on parle beaucoup de convergence entre les pays européens, mais on assiste ces derniers temps à de plus en plus, c'est l'opposé de la convergence. Si vous regardez le pro capita entre les régions les plus riches et les plus pauvres d'Europe, on est passé pratiquement d'un facteur 14 entre les régions les plus riches d'Europe et les régions les plus pauvres. Donc ce processus de convergence, de rattrapage des pays du Sud, des pays de l'Est, est encore loin d'être une réalité. Alors, d'autres chiffres qu'on ne voit pas non plus très souvent, c'est le salaire minimum. Alors, certains ont entendu parler, mais voilà, le salaire minimum au Luxembourg est de 1 900 €. Donc, à bon entendeur, si vous êtes jeune, motivé, et vous hésitez à vous transférer, le salaire minimum au Luxembourg est de 1 900 €. Il est en Bulgarie et Roumanie situé entre 150 et 250 €. Et dans des pays qui sont quand même plus grands, comme l'Espagne, vous êtes à entre 700 et 800 €. Donc le salaire minimum est diamétralement différent. Y compris dans des... Ici, si vous prenez simplement la Belgique, j'avais pris ça dans les statistiques du ministère de l'économie, entre l'habitant de Lannes et l'habitant de Saint-Josse, on passe par an le revenu annuel de 40 000 € à 8 000 €. Donc un facteur 5 entre deux communes qui sont quoi, une quinzaine, vingtaine de kilomètres de distance. Donc je pense que le livre d'Attali était illustratif. Autre question dont on parle peu, c'est le nombre d'années de travail. Alors si en moyenne, en Suède, on travaille plus de 40 ans, près de 41 ans, dans d'autres pays comme l'Italie ou la Hongrie, on travaille une trentaine d'années. Et j'avais vu un Américain qui un jour m'avait dit, par rapport aux Européens, les Américains, évidemment, ont un niveau de travail beaucoup plus élevé en termes de jours de travail, en termes d'heures de travail par semaine, jours de travail et jours de congé par an. Je ne dis pas qu'on doit faire le nivellement par le bas, mais ça, c'est pour demain. Je vais montrer comment, sans essayer de comparer les salaires minimums aux Philippines ou au Vietnam, sans parler de voir comment peut-on, disons, avoir une renaissance européenne par le haut, en particulier par la co-création, par l'innovation et par la durabilité. Autre élément, c'est qu'en Europe, en moyenne, on a 20% des gens qui sont at risk of poverty ou de social exclusion. Alors, quand les niveaux moyens, quand la croissance est plus faible et qu'il y a un niveau plus bas de richesse, vous avez ce niveau baisse, évidemment, parce que c'est par rapport à une moyenne. Mais il faut bien prendre en compte que dans certains pays, de nouveau, je prends les derniers arrivés dans l'Union, la Roumanie et la Bulgarie, on a près de 40% de personnes qui sont au niveau du seuil de pauvreté. Alors, un livre qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, c'est fréquent pour Harry Potter, c'est très rare pour un livre d'un académique. Donc Thomas Piketty, qui est professeur, que vous avez certainement entendu, a vendu plus d'1 million de son livre, et lui a fait une étude assez historique, donc c'est économique et historique, en montrant comment pour montrer le rôle des institutions et des politiques. Aujourd'hui, le politique est décrié, les institutions sont parfois mises à mal, et lui montre comment, sans des institutions spécifiques et des politiques, il prend le cas des Américains par exemple, où une personne qui est dans le niveau de revenu le plus faible a très peu de chances finalement d'accéder à une éducation, une bonne éducation, un college à l'avenir. Et puis il parle aussi du retour de la société patrimoniale
avec un changement dans le niveau de capital privé par rapport au public dans tous les pays industrialisés. Donc il n'y a pas d'exception. De la Suède aux États-Unis, en passant par la France, on a le même type de retour de la société patrimoniale. Et puis, autre élément qu'il met en exergue dans son livre, c'est la financiarisation de l'économie, où on est passé, où les capitaux, aujourd'hui, représentent 700% du PIB mondial. Donc, tous les assets représentent 7 fois le PIB mondial. Donc, c'est cette financiarisation de l'économie qu'il met en évidence. Alors, les inégalités, je ne veux pas trop en inciter, mais je pense que c'est un point important. Et le président Juncker a parlé, il a cité que dans le traité, 16 fois, on retrouve le mot solidarité. 16 fois, on retrouvait le mot solidarité. Je n'ai pas pu vérifier en déant ce matin, j'ai eu beaucoup de réunions l'après-midi. J'aurais voulu vérifier si c'est vrai, mais donc 16 fois le mot solidarité dans le traité. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours. Si vous demandez à une question Eurobaromètre à l'opinion publique, je pense que la plupart des citoyens ne pensent pas du tout au mot solidarité quand ils voient les traités européens. Ils vont penser évidemment aux 4 libertés fondamentales, mais peut-être pas à la solidarité. Alors, autre élément important, quand on voit qu'aujourd'hui on parle de plus en plus d'une société digitale, une société de la connaissance, où tout se fait avec l'ordinateur, avec les logiciels. Aujourd'hui, un jeune sur 5 de 15 ans, et c'est ce qu'utilise, je m'excuse, il passe un peu vite, 15% des jeunes ne sont pas capables de calculer des calculs basiques ou ne sont pas capables de formuler une phrase grammaticalement correcte. Donc, vous dites 20% des jeunes, et dans certaines localités ce sera beaucoup plus, vous dites la digitalisation, c'est très difficile, vous êtes complètement déconnecté du monde de la société de la connaissance. Et puis aujourd'hui, je pense que je viens d'une réunion avec la DG Emploi, c'est pour la première fois dans l'histoire où les jeunes ont une perspective d'avenir moins bonne que celle de leurs parents, en termes de travail, en termes de salaire, en termes de perspective. Le coût de l'éducation a beaucoup augmenté, le coût du logement a beaucoup augmenté, et donc Michel Servault de la DG Emploi disait « c'est la première fois qu'une génération de jeunes a des perspectives d'avenir moins bonnes que celles de ses parents ». Alors, on voit aussi, ce qui compte aussi, c'est les dépenses dans le domaine de l'éducation. La santé et l'éducation sont 2 gros budgets pour les autorités publiques. Et on voit clairement qu'en termes d'éducation, en Europe, on dépense moins qu'aux États-Unis ou qu'en Corée. Mais ce qui est aussi différent, c'est la part des dépenses privées dans cette éducation. Vous voyez qu'aux États-Unis et en Corée, la part ici en vert est beaucoup plus importante qu'en Europe. Donc c'est la part des dépenses privées dans l'éducation. Et là aussi, on doit se poser une question, est-ce qu'il vaut mieux un système d'éducation plus qualitatif et parfois plus cher, c'est un petit peu le système anglo-saxon, ou le système qu'on pourrait qualifier peut-être de latin, d'accès plus universel avec des niveaux peut-être de performance, en tout cas mesurés tels que le ranking de Shanghai, avec des niveaux plus bas. Alors, je vous disais que l'inégalité s'accroît beaucoup, en particulier dans ces pays. Si vous prenez l'Espagne, l'Italie, la Grèce, l'Estonie, non seulement on a des inégalités qui sont déjà fortes, selon l'indicateur Gini, mais ce sont des inégalités qui sont augmentées avec la crise. Donc, si vous êtes en Italie, en Espagne, en Grèce ou en Estonie, on a non seulement des inégalités fortes, mais en plus qui ont beaucoup augmenté. Donc j'espère que mon message d'aujourd'hui sur une des pressions, un des éléments qui fait que l'Europe est mise sous pression, ce sont ces inégalités. Alors comment peut-on être plus, il y a un concept qui vient des sciences dures, le concept de résilience, qui est utilisé maintenant aussi en économie, en sociologie. Comment peut-on être plus résilient pour prévenir les chocs, pour permettre d'avoir des capacités pour faire face à cela, et ensuite pour protéger ses choix. Ça, c'est le UNDP des Nations Unies, donc le programme de développement, qui dit ce qu'il faudrait essayer, c'est d'éviter ces chocs. Évidemment, vous avez des chocs, des désastres naturels, vous pouvez avoir un ouragan, vous pouvez avoir un tremblement de terre, mais il y a aussi des chocs beaucoup plus
liées à la régulation financière, liées au développement de l'enfance, liées à la cohésion sociale. Donc ça, ce sont des chocs importants. Comment peut-on permettre de faire face à cela avec la fourniture de l'éducation et la santé? Je pense que le président Obama a essayé au cours de ses 8 ans des améliorations, mais notre système de santé, et là c'est un point positif, par rapport au système américain, est beaucoup plus accessible et est globalement performant. Donc nous avons des acquis en Europe, notamment dans le domaine de l'éducation et de la santé, qu'on doit reconnaître et qui ne sont pas assez mis en avant dans les médias. Alors l'emploi, évidemment, et puis aussi avoir, par exemple, des systèmes de préparation au désastre. Nous avons eu le cas en Italie au mois d'août. Au Japon, des tremblements de terre aujourd'hui sont beaucoup plus... ils se préparent à cela. Donc les gens sont formés, les bâtiments sont conçus pour ça. Et donc là aussi, en Europe, on peut prendre parfois des leçons chez nos voisins. Alors j'en viens à la troisième partie de mon exposé, qui est la plus futuriste, si vous voulez. Comment imaginer le travail de demain? D'abord, je trouvais cette phrase de Voltaire très belle. Le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Je pense que les classiques ont toujours des formules assez vraies. Donc le travail éloigne de nous l'ennui, le vice et le besoin. Donc c'est quelque chose, quand vous voyez, moi je suis impressionné, il y a cette needs. Neither in employment, education or training. Ça veut dire, et beaucoup de jeunes sont dans cette situation, c'est des gens qui ne font rien. Qui ne sont ni dans l'éducation, ni ils n'ont pas d'emploi, et ils ne sont pas en formation. Ça veut dire qu'ils ne font rien du matin au soir. Et donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, Voltaire est certainement à méditer. Alors, il y a deux académiques qui ont des noms assez imprononçables, Brynjolfsson et McAfee, qui travaillent beaucoup sur l'avenir du travail. Et ils disent qu'aujourd'hui, on est dans une période, il n'y a jamais eu de meilleure période dans l'histoire pour les gens qui ont beaucoup de qualifications, qui ont le bon niveau d'éducation, parce que ces personnes peuvent exploiter les technologies pour créer, capter de la valeur. Donc c'est formidable. However, mais il n'y a jamais eu de temps, de pire moment dans l'histoire pour un travailleur qui n'a que des qualifications ordinaires et qui n'a que peu de capacités, parce que les ordinateurs, les robots et les autres technologies digitales ont besoin effectivement d'avoir un niveau de qualification beaucoup plus élevé. Donc on est dans ce que j'appellerais une polarisation de la société. D'un côté, des gens de plus en plus éduqués, mieux éduqués, plus performants, et de l'autre côté, des personnes avec ce qu'on appellera tout à l'heure, je vous montrerai, routine tasks, des tasks de routine. Mais quand vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez des self-driving cars, des voitures automatiques à Singapour qui commencent à être commercialisées, vous pensez à qui a comme capacité de conduire et uniquement conduire, son avenir n'est pas assuré. Et donc, vous avez cette dichotomie sociale très, très forte. Alors, je vous parlais tout à l'heure du taux de chômage des jeunes. Je trouve que dans certains pays, on est arrivé à des niveaux, una generación losta, disent les Espagnols. Quand vous avez plus de la moitié des jeunes qui sont au chômage, c'est une génération perdue, et les chiffres le démontrent. Et je vous parlais du chiffre des NEETs, 15 millions de personnes, donc 15 millions de personnes ne sont ni dans des situations d'emploi, ni d'éducation, ni de formation. Alors, en même temps, donc, on a ces niveaux de chômage extrêmement élevés. On parle souvent de mobilité, mais la mobilité européenne, il y a peu de mobilité en Europe. J'ai eu un débat comme ça en Autriche, où certains Autrichiens trouvaient que la mobilité était quelque chose de scandaleux, qu'il ne fallait pas bouger pour avoir un travail. Je le comprends dans une société agraire traditionnelle, mais dans une société globalisée, dans une société où de plus en plus tout se fait à distance, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou non la globalisation, parce qu'il y a les pros et les anti-globalisation, mais il y a très peu de mobilité. Et vous voyez que beaucoup de firmes, d'industries, montrent qu'il y a le pourcentage d'entreprises qui disent qu'ils ont des difficultés pour trouver le staff, le personnel adéquat, qui a des qualifications, par exemple, dans le domaine des technologies de l'information, dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de la comptabilité ou autre. Donc vous avez toute une série de nouveau, une dichotomie sociale entre ceux qui sont très qualifiés et peu qualifiés, et puis, d'un côté, beaucoup de chômage dans certaines régions, dans certains pays, et puis des entreprises qui ne parviennent pas à avoir le personnel adéquat.
Autre problème de l'Europe où le futur du travail n'a pas la productivité. La productivité du travail a été nettement plus faible dans l'Union européenne qu'aux États-Unis. Et donc, si on prend ces années, vous voyez la productivité du travail, la croissance annuelle de la productivité du travail, on voit que l'Europe est très loin. Par exemple, regardez la Corée du Sud, les progrès de la Corée du Sud, qui est peut-être un exemple au niveau du développement de l'innovation, au niveau des qualifications. On voit un saut dans la productivité, d'où aussi évidemment demain dans le PIB pro capita, dans la capacité d'innovation. Alors, certains se posent la question, comment se fait-il qu'il y ait encore tellement de travail, malgré cette robotisation, malgré cette digitalisation? On voit qu'en réalité, il n'y a pas eu beaucoup moins de travail, mais on voit que les travaux qu'on appelle de routine task, je ne sais pas si la traduction française est bonne, il y a de plus en plus ces travaux de routine. Je prenais l'exemple du taxi driver, avec du chauffeur de taxi avec les voitures qui vont toutes seules. On voit effectivement qu'il faut développer tout ce qui a trait aux tâches non routinières, l'interaction interpersonnelle, la flexibilité, la créativité, la capacité de résoudre des problèmes. Et c'est là que les travailleurs ont un avantage sur la machine, un avantage dans les services et autres. Donc on voit peut-être aussi une question pour les systèmes d'éducation qui n'ont pas globalement changé depuis 150 ans, le même tableau noir, le même tableau vert. Et donc dans la plupart des écoles d'Europe, certains en Finlande, au Danemark, les pays scandinaves ont quelques particularités, mais beaucoup d'autres pays, au niveau des systèmes d'éducation, restent extrêmement... Je ne suis pas certain qu'ils développent beaucoup la créativité, la flexibilité et la capacité à résoudre des problèmes. Donc là aussi, c'est un débat qu'on peut avoir dans les questions. Et puis vous voyez les core literacy, donc ce qu'il faut connaître. Vous avez les reading, writing, numeracy, qui sont les choses de base, mais de plus en plus, on parle parfois du terme d'handicapé digital. Et donc, c'est l'ICT fluency. Dans le monde qui se développe, ne pas être capable d'utiliser des outils informatiques, c'est véritablement, ça devient très difficile. Vous le voyez même dans des activités quotidiennes. Les capacités linguistiques et aussi, dans ce rapport, ils mettent en évidence aussi les questions civiques. Alors, vous avez aussi des domaines de spécialisation et puis des compétences et des mindsets, l'état d'esprit. L'état d'esprit qui doit être ouvert sur la curiosité, sur l'initiative, sur la persistance, l'empathie et l'adaptabilité. Ça, ce sont tous des termes, je pense, que les systèmes d'éducation doivent plus prendre en considération. Et puis les compétences, la pensée critique, et je pense que l'Académie des sciences est un lieu qui développe très fortement cette capacité-là, la créativité, la communication et la collaboration. On parle de plus en plus de collaborative economy, shared economy. Donc dans une économie collaborative, il faut avoir d'autres capacités que simplement l'industrie qui vend aux consommateurs. Autre point important, comment faire face, comment essayer de dépasser ces barrières à l'innovation? Alors d'abord, il y a l'environnement du travail et l'environnement, la culture organisationnelle. On n'en parle pas assez, mais le risk aversion. Mon commissaire, le commissaire Carlos Moedas, dit souvent la différence entre les Américains et les Européens. Lorsqu'un Américain rate quelque chose, il est presque fier de le dire, et il dit c'est grâce à ça que j'ai pu rebondir. Alors qu'en Europe, quelqu'un qui a un échec, qui crée sa start-up qui ne fonctionne pas, aura tendance à le cacher dans son CV. Donc la façon, le risk aversion est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, tout le système hiérarchique, que certains d'entre nous connaissent, certains plus, d'autres moins, mais n'est peut-être pas toujours le plus efficace. Le système de l'engagement, le commitment. Vous avez encore dans certaines organisations le système du, comment on appelle ça, où on met sa carte pour savoir à quelle heure vous êtes entré, à quelle heure vous êtes sorti. Le pointage. Alors le pointage dans une société de l'information, où c'est essentiellement des relations avec des personnes, c'est des services que l'on rend, le pointage n'a pas énormément d'importance, ou devient nettement moins important que dans les premières images où vous aviez le travail de textile à la chaîne, où effectivement le pointage avait un certain sens. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des organisations, avec des systèmes, des cultures organisationnelles dépassées. Puis on parle aussi des réseaux informels, des shadow structures, où la collaboration et le lien avec le monde externe est extrêmement important pour
pour faire face, pour adopter le changement. Et puis, une culture de l'apprentissage. Très souvent, on pense que lorsqu'on a étudié 5 ans, entre 18 et 23 ans, on est prêt pour la vie. Eh bien, de plus en plus, avec l'accélération, un des premiers transparents que je vous montrais, c'était sur l'accélération du monde, il faut se remettre à jour pratiquement tous les 10 ans, parce que les compétences changent, et surtout, les qualifications dont on a besoin changent aussi. Donc, la capacité d'apprentissage. Il y a un professeur qui est en Espagne, à l'ESADE, qui a expliqué, qui a essayé de faire quelques ellipses pour montrer le future of work. Il dit de quoi on a besoin. Il y a évidemment le contexte physique du travail, il y a aussi le contexte social, l'éducation et les qualifications, mais aussi l'attitude vis-à-vis du travail. Donc plutôt que le pointage, c'est l'éthique du travail. C'est la personne, est-ce que la personne travaille vraiment pour les objectifs, en fonction des objectifs à atteindre. Et puis la technologie, de plus en plus cybertechnologie. Ce qui fait écrire aussi, et donc je vous faisais référence tout à l'heure, aux nomades du XXIe siècle, parce que vous avez aujourd'hui des travailleurs qui peuvent se déplacer, qui peuvent vivre quelque part et travailler tout à fait pour autre chose. Si vous prenez les plateformes, dont on parle beaucoup, il y a un spécialiste qui disait « Aujourd'hui, c'est quelque chose d'intéressant est en train de se passer. Facebook est la plus grande société d'information, mais n'a pas un seul journaliste. Airbnb est la plus grande... Airbnb offre le plus grand nombre de nuitées au monde, mais n'a pas une seule chambre. Et Uber est la plus grande société de taxi, mais n'a pas une seule voiture. Donc, il disait quelque chose d'intéressant est en train de se passer. Something interesting is happening. Et donc, ici, avec la globalisation, la digitalisation, la virtualisation, fait que le travail devient de plus en plus portable et détaché de la géographie. Donc, aujourd'hui, on s'attache beaucoup au passeport, à la nationalité. Si vous écoutez les débats et voyez les partis politiques émergents dans certaines parties d'Europe, il y a un attachement au sol, un attachement au territoire, alors que la plupart des tâches sont tout à fait, sont devenues mondiales, digitalisées, voire virtualisées. Alors, quels sont les métiers à risque? Donc, je vous disais que l'automatisation, d'après une étude qu'a faite l'agence CDFOP et qu'a aussi mis en exergue l'OCDE, donc l'automatisation va probablement mener aussi à des pertes d'emplois. Mais essentiellement, lorsque ces tâches sont routinières, et les secteurs à risque, on en a une triste démonstration ces derniers temps sur le low-skill manufacturing jobs, où si vous avez des systèmes, vous avez des niveaux de salaire trop élevés, vous avez une demande qui ne suit pas, une demande faible de machines-outils, vous êtes beaucoup plus à risque. Mais aussi de plus en plus, le clerical occupation. Moi, j'ai constaté en pratiquement 20 ans de commission, il y a 20 ans, un administrateur avait une secrétaire. Aujourd'hui, vous avez un administrateur, un quart de secrétaire, voire un cinquième de secrétaire. Donc, on voit que les clerical tasks, mais on fait tout parce que l'informatique a pris beaucoup de cette part-là. Alors, on va vers des jobs de plus en plus vers l'économie orientée vers les services, dans presque tous les domaines. Les services deviennent dominants. On parle toujours de la base industrielle, qui évidemment est essentielle pour fournir aussi une valeur ajoutée importante, mais de plus en plus de jobs sont dans le domaine des services. Et c'est d'ailleurs là qu'on retrouvera le plus grand type d'emploi. Ce ne sont pas toujours des occupations avec des très hautes qualifications, mais cependant qui demandent une certaine, je dirais, une personnalisation du contact. Si vous prenez les soins de santé, par exemple. Ce matin, dans l'État de l'Union, Jean-Claude Juncker a expliqué, dit qu'il faut faire attention à ces tendances nombrilistes qui veulent se renfermer. L'Europe est un des grands gagnants de la globalisation. Pour chaque milliard qu'on exporte, on crée 14 000 emplois supplémentaires. Et donc là, tout le jeu de la globalisation, le défi de la globalisation, c'est de dire, essayons aussi d'exploiter. On a parlé d'un siècle de stagnation, et peut-être que l'exportation dans des zones qui sont à plus forte croissance peuvent être une des solutions. On a aussi des demandes à l'avenir. Si on prend entre 2000 et 2020, on voit que la part de la demande des personnes avec un haut niveau de qualification passe de 22 à 37 %. Donc une forte augmentation des niveaux.
alors que les niveaux à très faible qualification ont tendance pratiquement à être divisés par 2, de 30% à 15%, 31 à 16%. Quelles sont les perspectives pour les jeunes? D'abord, on se rend compte que ce qu'on appelle les millennials, donc ceux qui sont nés avec le 21e siècle, avec le deuxième millénaire, sont plus enclins à plus de flexibilité. Pour ceux qui ont des enfants, vous vous en rendez sans doute compte, il y a plus d'ouverture d'esprit, plus de perspectives. L'idée d'avoir un emploi dans la même société pour la vie est beaucoup moins commun qu'à l'époque de nos parents. Il y a aussi, je vous parlais tout à l'heure de l'économie collaborative, où on réinvente l'essence des échanges économiques, où on a de plus en plus de prosumers. Ce sont ces personnes qui sont consommateurs, mais aussi producteurs. J'ai donné l'exemple de Facebook, où finalement, vous avez de plus en plus de cas, pour ceux qui aiment la bonne cuisine. Dans le passé, il y avait les guides, il y a toujours les guides Michelin, mais aujourd'hui, 9 fois sur 10, les jeunes regardent sur Internet les commentaires des autres clients. Donc, peu de jeunes vont acheter le guide Michelin. Par contre, ils vont vérifier sur le restaurant quels sont les commentaires des 200 derniers utilisateurs, des 200 derniers consommateurs. Et puis eux-mêmes mettent un commentaire et donc deviennent prosumers et donc deviennent, si vous voulez, des mini spécialistes de la gastronomie. Alors, de plus en plus, on se rend compte aussi que les personnes d'un âge avancé restent plus longtemps au travail. Il y a beaucoup de gens, je vois des collègues parfois à la commission qui à 65 ans ont vraiment des difficultés à couper le cordon. Parce que c'est une autre vie. À 65 ans, aujourd'hui, on est encore souvent en bonne santé. Et donc, vous voyez des collègues qui veulent continuer à travailler. Et de plus en plus, on le voit avec des systèmes, des arrangements parfois flexibles, avec des systèmes dans le monde académique, c'est encore plus fort, je pense. C'est des personnes académiques qui sont vivaces, fructueux, jusque pratiquement à la fin de leur vie. Un mot sur l'emploi industriel. Je vous parlais des services. On voit que l'emploi industriel entre 2003 et 2013 a baissé. Regardez, même en Allemagne, il a très légèrement baissé. Donc l'emploi industriel, qui fournit quand même une forte valeur ajoutée, qui est essentielle pour les services qui sont associés, pour tous les emplois indirects, on voit que dans pratiquement tous les pays industrialisés, il y a une très forte baisse. D'ailleurs, certains se posent la question du terme pays industrialisé quand vous voyez ces baisses dans le domaine de l'industrie. Alors, les pays, ce qui est de plus en plus important, c'est le lien entre l'industrie et les services et la qualité aussi de la recherche et de l'innovation. Et on voit clairement qu'il y a un pays, si vous regardez la Suisse ici, c'est CH, la Confédération helvétique, est toujours très très performante. Alors, depuis, sur le continent européen, c'est probablement le pays qui associe le plus le privé et le public. Si vous prenez, c'est intéressant parce que j'ai l'occasion de voir les salaires des chercheurs. Donc, quand vous voyez les salaires des chercheurs suisses, ce sont des salaires de présidents, ce sont des salaires de ministres. Et puis, vous avez les salaires roumains ou bulgares qui sont au niveau de 300 €. Donc, on passe de 10 000 € à 300 €. C'est ça la fourchette dans les cost statements que l'on voit, de 300 € en Roumanie et Bulgarie. Je ne vais pas dire pour la même tâche, mais si vous voulez attirer les meilleurs scientifiques qui viennent des États-Unis, qui viennent du Brésil, qui viennent du Japon, si vous les payez 300 € de l'heure, 300 € par mois, 300 € par mois. Vous voyez, j'étais presque en Suisse, la chaleur aidant. Et puis les pays qui vont bien aussi au niveau d'innovation, les pays qui sont assez performants, vous voyez le Danemark, les pays scandinaves, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, j'ai beaucoup aimé la phrase du président Juncker ce matin, « We respect, but we regret ». Je pense que la formule est très bien trouvée pour le Brexit. « We respect, but we regret ». Alors, à quel genre de révolution on peut s'attendre? Il y a un académique, Schwab, qui dit que la révolution technologique est en train de toucher tous les pans de la vie et du travail. Donc, elle touche les deux. Je vais vous donner l'exemple de l'email privé au bureau et de l'exemple de l'email professionnel le dimanche. La fusion des technologies est en train de rendre plus floues les lignes, les parois entre le physique, le digital et les sphères aussi de la biologie. Nous avons un expert de bioéconomie. Et donc, là aussi, on a un flou dans ces trois dimensions. La différence avec la troisième révolution industrielle, on parle de 4.0, de la quatrième révolution industrielle, c'est la vitesse.
la vitesse des percées technologiques. Donc un jour, je ne sais pas si je l'ai trouvé, j'espérais l'avoir mis, ce que vous aviez comme capacité dans un smartphone par rapport aux années 80. Donc pour avoir la même capacité au niveau physique, vous avez besoin pratiquement d'une pièce grande comme ça pour avoir ce que vous avez aujourd'hui dans un smartphone. Désolé, j'espère avoir le transparent peut-être pour demain. Et donc la rapidité, aussi le scope, disrupting almost every industry in every country. Pratiquement tous les secteurs. Au départ, on pensait non, mais mon secteur sera préservé. Aujourd'hui, quand je parle avec les collègues de la DG Concurrence, ils me disent le travail du notariat. Le notariat, quelque chose de bien installé. Là aussi, ça pourrait être révolutionné par l'économie collaborative demain, par des plateformes. Regardez, tout le service des hôtels, le service de taxi a complètement été chamboulé en quelques années. Demain, vous pourriez imaginer beaucoup d'autres services, l'assurance, la banque, ce sont tous des secteurs qui ont connu des changements faramineux. Alors, de plus en plus, on a des milliards de personnes qui sont connectées à des appareils mobiles avec des capacités de process, de stockage inédits. Et finalement, je pense que si Diderot avait vécu aujourd'hui, c'était son rêve. Vous avez, avec Wikipédia, c'est pratiquement le savoir disponible à tout moment. Le savoir encyclopédique, vous pouvez trouver pratiquement tout à tout moment, où que vous soyez, pratiquement gratuitement. Donc c'est un peu le rêve des encyclopédistes avec cette révolution que l'on vit. Alors ces possibilités ont été multipliées par les technologies, par les percées technologiques, dans le domaine de l'intelligence artificielle, la robotique, l'Internet des objets, les véhicules autonomes, l'impression en 3D, les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences des matériaux, le stockage énergétique. Pour ceux qui n'ont pas essayé, le vélo électrique, moi je me souviens, il y a 15-20 ans, on parlait du vélo électrique, les gens vous riaient au nez. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'impressionnant, les progrès qui ont été faits dans le stockage de l'énergie. Alors, il y a évidemment beaucoup de promesses. Comment faire empowered economically excluded of the world by access to digital networks. Vous avez, je vous disais, les personnes exclues pour des questions sociales, pour des questions d'éducation, pour des questions de revenus, et comment accélérer aussi tout ce qui a trait à la personnalisation notamment des médicaments, pour ne pas donner cette idée de one fits all, où on donne le même médicament pour différents symptômes. Alors, il y a évidemment aussi des grands périls, ce qu'on appelle la barrière technologique, qui peut effectivement casser les marchés. Certains disent, oui, mais avec cette économie collaborative, comment on peut financer un État-providence? Si vous ne financez plus, si vous n'avez plus de licence pour les taxis, si vous n'avez plus de taxes sur les hôtels, et vous pouvez aller ainsi, si vous n'avez plus de tarifs bancaires parce que vous faites tout ça par Internet, si vous réservez vos billets d'avion de façon digitale, c'est des emplois, c'est toute une façon de faire. Donc j'en parlais avec des collègues de la DG Taxud, de la taxation, comment faire en sorte qu'il y ait une certaine taxation pour les services collectifs dans ce monde de la digitalisation. Je vous donne juste un bref aperçu, c'est peut-être l'apéritif pour vous mettre en appétit pour demain, pour ceux qui ont le courage de venir malgré la température. Demain, on parlera de co-création, donc comment la créativité peut être encouragée avec la collaboration entre différents acteurs. Et puis, je parlerai aussi des crises environnementales et de la durabilité. Je vous remercie infiniment pour votre patience et je vous remercie et peut-être à demain. Merci.